Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Le temps, je regarde le chronomètre, il faut faire moins de 63, ils seront peut-être champions olympiques, 158-82, sans pénalité, sans tête, peut-être 2 processions de podium. Le 28 juillet 1996, à Atlanta, Sandra Fork décroche la médaille d'or olympique de canoë biplace homme avec Franck Addisson. 30 ans plus tard, Sandra assume sa transidentité et vit enfin sa vie de femme. Avec elle, nous allons découvrir la douleur du très haut niveau dans un corps que l'on ne reconnaît pas tout à fait. Bonjour Sandra Fork. Bonjour. Elle est rangée où, votre médaille d'or olympique ? Alors, la médaille d'or olympique est rangée dans un endroit secret chez ma maman, car on me l'a volée une première fois, alors j'ai pas envie que ça revienne. Elle a effectivement une histoire singulière. On vous l'a volée en 2017 pendant un cambriolage, et 4 ans plus tard, elle a été retrouvée par hasard sur l'autoroute. Elle a été retrouvée par un ouvrier qui démontait les rails de sécurité pour mettre un terre-plein en béton, ce qui fait que quelques jours après, les pelleteuses allaient renverser, creuser et enterrer à jamais cette médaille d'or. Et donc j'ai eu l'immense chance qu'un ouvrier tombe dessus et amoureux de sport et qui après a fait une enquête pour essayer de me retrouver. Vous la regardez souvent ? Non, jamais. Elle est dans ma mémoire gravée, donc j'ai pas besoin. Je vois très bien comment elle est. Non, après je m'étais fait une raison. Je me disais que c'était qu'un bout de métal. Bon voilà, ça m'enlevait pas le titre olympique, tout ça. Mais quand je l'ai retrouvée, j'avoue que je l'ai choyée. Vous êtes né dans les Hautes-Pyrénées le 22 décembre 1969. Vous arrivez comment au sport, vous ? Alors moi j'arrive au sport parce que ma maman est prof d'éducation physique et mon père adore la nature, ils sont passionnés de rivières, ils sont passionnés de montagne. Je me suis retrouvée à 5 ans dans un kayak pour me balader et puis le virus m'a pris. Mais la compétition n'a démarré que plus tard quand un entraîneur est arrivé à l'âge de 12 ans installer un salon de coiffure dans notre ville, un ancien international. Et voilà comment a débuté l'histoire. Un ancien international qui vient ouvrir un salon de coiffure et entraîner les jeunes du club ? C'est ça, exactement. Il s'est proposé pour aider des jeunes. Alors, on était 6 en début d'hiver, plus que 2 à l'arrivée, mon équipier et moi. Mais en fait, c'était quelqu'un qui était très ambitieux pour lui-même de façon générale et qui adorait tout ce qui était haut niveau. Donc il nous a vraiment éduqués dans cet état d'esprit et c'est comme ça que du fait de l'expérience qu'on avait sur les rivières pyrénéennes à faire tout ce tourisme, donc beaucoup d'eau vive, beaucoup de jeux, plus une technique et une motivation et un cadre qui nous a été amené, ça a été le détonateur pour notre carrière. Vos parents sont tous les 2 professeurs. Votre grand frère Frédéric, c'est un élève brillant. C'est beaucoup de pression, ça, pour être quelqu'un de bien, pour bien travailler à l'école ? Alors oui, chez moi, ça a été même très difficile. Tout simplement parce que j'avais plus d'appétence à partir dans mes rêves qu'à étudier. Puis j'avais une légère dyslexie à l'époque qui ne se détectait pas non plus. Comme j'avais pas forcément de problème de faculté cognitive, on mettait ça sur le dos du fait que je ne travaillais pas. Mais moi, je trouvais ça très dur, en fait. Les dictées, apprendre, réciter, lire, ça me parlait pas. Calculer, ça allait, mais le reste était très compliqué. Et donc, mon frère était bon en musique. Moi, j'avais plus de mal. J'étais très joueur à l'époque. Et donc, il fallait que je parte dans mes rêves, dans mes histoires. Et ça m'a joué des tours, puisqu'il a fallu que je m'énerve après. Vous avez déjà le sentiment, là on parle de l'enfance, du début de l'adolescence, de ne pas être dans le corps qui vous correspond ? Vous ressentez ça comment ? J'ai pas une frustration réellement. Je comprends que j'ai envie d'autre chose que ce qu'on me propose. Tout ce que vivent les filles m'attire énormément.
Pas uniquement les choses, les jouets ou les jeux, parce que j'avais même des jeux de garçons, des jouets de garçons, c'était pas le souci, mais j'avais envie d'être une fille. Et je ne l'expliquais pas, c'était un sentiment en fait. Simplement quand je me regardais dans la glace, je voyais bien que je n'étais pas une fille. Alors je me faisais des histoires pour être une fille, mais à chaque fois je culpabilisais. C'était pour moi quelque chose d'interdit. Il fallait absolument pas en parler. Et les rares fois où je suis allée un petit peu chercher des informations sur ces choses-là, on tombait sur les cabarets, la prostitution, les hermaphrodites, donc c'était des monstres. Le sport que vous choisissez, le canoë-kayak, c'est un sport qui développe beaucoup les épaules, qui donne une musculature imposante. Vous auriez pu en choisir un autre. Alors, je faisais l'équitation aussi. D'ailleurs, mon premier sport où j'ai fait mes premières compétitions, c'était plus en équitation qu'en kayak. Mais rapidement, le fait de développer ma musculature, en fait, était pour moi un justificatif de m'accepter en tant qu'homme, en me disant, mais tu vois, regarde, ça marche. De toute manière, la féminité, ça doit te passer. Donc, fais tout ce que tu veux, tout ce que tu peux pour être un homme et un vrai homme. Et en fait, je me suis forgé l'image de quelqu'un que je voulais être. Et comme en plus, effectivement, la musculation, ça marchait assez bien sur moi. Je développais ce corps et en même temps, je comprenais pas pourquoi j'avais ce besoin de développer ce corps. Mais en fait, simplement, je luttais contre moi-même. Donc, ça mettait des éclairs et des orages dans le cerveau, quoi. Il y avait des moments où je m'insultais. Donc, je me regardais dans le miroir et je m'insultais. C'était terrible. Surtout, vous aviez un surnom, non, dans le canoë? C'était le gros. Alors, non pas parce que j'étais gros, pas du tout, j'étais même plutôt très sec. Mais par contre, j'avais ce côté un peu viril. Et un jour, on était à Goumois, à l'est de la France, il avait neigé, et on avait dû passer un camion avec des bateaux qui passaient. Alors déjà, on avait les boules qui neigent, quoi. Faire du kayak sous la neige, c'est pas top. Non. Et la voiture, on a dû se pousser un peu et on a mis des roues un peu trop dans le fossé de la neige et on n'arrivait pas à repartir. Et il y a un local qui est arrivé avec un gros 4x4 derrière, et le gars, il sort de la voiture comme ça et il nous regarde et il nous dit, quand on ne sait pas conduire, on reste chez soi. Ok, très sympa. Et là, j'avais déjà les nerfs d'être sous la neige, de devoir pousser ça. Voilà. Je me suis retournée vers lui et je lui ai dit, tu veux une claque? Et le gars, il m'a regardé comme ça et je me suis allée vers lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'étais énervée tout simplement. Ouais. Et le gars, il est rentré dans son 4x4, il a fermé à clé, il a attendu. Les autres étaient bidonnés. Évidemment, je ne me serais jamais battue, j'ai horreur de ça. Mais tout le monde était éclaté de rire. Et on est reparti et c'est là ils m'ont dit le gros. Voilà. Bon, ben, c'est parti de ça et ça m'a plus lâché. En cadet, vous êtes tout de suite associé à Franck Addisson, donc au club de l'Amicale Laïque Canoë-Kayak de Manière de Migord. Joli. Ouais, c'est le nom du club qui est toujours comme ça d'ailleurs. C'est une Amicale Laïque, c'était multisport à l'époque, les premiers clubs multisport. Et après, l'association s'est faite entre nous. C'est nous qui avons décidé de s'associer ensemble sur une course un jour en monoplace, hein, on faisait du monoplace à cette époque-là, et on a voulu faire un gag à notre entraîneur qui était issu du canoë biplace, et on s'est inscrit en canoë biplace, et on est allé prendre un canoë d'un copain, et il nous a vu passer sur l'eau, il dit mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Sauf que la course on l'a gagnée. Et alors du coup, à la fin il a dit mais quoi? Tout le monde nous a dit mais depuis quand vous faites du canoë biplace? On dit bah depuis 10 minutes. Et voilà, en fait il y a une espèce de magie, on ne peut pas trop s'expliquer pourquoi, de complémentarité, et ça a perduré aujourd'hui 40 ans, parce qu'on en fait toujours. Vous avez entre guillemets une vie classique, vous étudiez l'informatique, vous jouez dans un groupe de musique, vous continuez le sport de haut niveau, vous vous mariez, vous tombez amoureuse de Fabienne. Oui. C'est une vie complètement classique, c'est à l'intérieur de vous que c'est difficile. Personne ne soupçonne quoi que ce soit, mes deux vies sont très séparées, majoritairement celle de l'homme, hein, évidemment, mais je ne peux pas ne pas vivre la vie de femme, parce que, notamment quand je suis seule, ça m'est totalement insupportable d'être un homme, mais totalement.
Donc, dans ces moments-là, je deviens une femme et je vis ma vie de femme. Sauf qu'à un moment donné, elle se retrouve un peu en prison. Donc, elle essaye de sortir de sa chambre, de son hôtel. Elle va au restaurant, elle prend des transports en commun, elle va faire des courses. Et je développe cette vie de fille à l'insu de tout le monde. À chaque fois, je culpabilisais. Puis le retour à l'homme était très compliqué. C'est pour ça que j'avais une vie très riche, parce que je faisais 20 000 trucs. Il fallait pas que je me retrouve. Et je faisais en sorte de ne pas me retrouver seule. Donc, j'étais présidente de plein de trucs. J'étais investie dans plein de trucs. En même temps, la ferme chez nous. Enfin, c'était pas une vraie ferme. C'était un corps de ferme qu'on avait racheté, mais on avait des chevaux. Il y avait quand même beaucoup d'entretien. Il y avait 7 hectares. Donc, tout le temps des amis. Tout le temps. Donc, ça me permettait de ne pas être moi, parce que quand vous faites une activité, vous s'en foutez un peu d'être un homme, une femme. Par contre, quand on se pose des problématiques d'identité, de qui on est, pourquoi, comment on fait, qu'est-ce qu'on aurait vu, cette introspection, quand on est une personne transidentitaire, elle devient terrible. Elle devient vraiment violente. Ce qui fait que, en même temps, plus on la repousse, plus il y a une forme de stress qui augmente. Et donc, le passage de l'un à l'autre devient de plus en plus violent et ça devient de plus en plus insupportable, jusqu'au jour où on prend une décision. Quand vous revenez dans votre peau d'homme, vous êtes un champion de canoë. Je reviens en 91, vous devenez champion du monde de canoë biplace à Tacen, c'est en ex-Yougoslavie, aujourd'hui c'est en Slovénie. Oui. Toujours avec Franck Addisson. L'année suivante, 92, ce sont les Jeux de Barcelone. C'est ça. On a l'impression que ça s'est fait très rapidement, cette carrière au très très haut niveau. Alors, à notre grande surprise aussi, ou de notre entourage, c'est-à-dire qu'on est cadet première année, on a 15 ans, et on se retrouve dans le ventre mou entre la 30e et la 50e place au championnat de France cadet. Mais on est très fiers d'y être. Oui. Et c'est là que, comme on avait fait cette fameuse course de canoë biplace, on décide de se mettre au canoë biplace. Donc l'année d'après, le rêve est d'aller à nouveau au championnat de France, avec beaucoup moins de pratique pour le coup, donc un peu le stress là-dessus. Et puis on fait une compétition de sélection au championnat de France. Il n'y avait pas toute l'informatique à l'époque, et c'était 2 manches. Et à l'issue de la première manche, on apprend qu'un bateau a fait un temps extraordinaire et que, comme les sélections sont basées sur ce pourcentage de ce bateau-là, mais personne ne passe, donc c'est une catastrophe. Alors nous, on est dépités, et surtout que c'était en plein milieu de la France, on avait traversé en camion, tout le reste terrible. Et puis, on fait la seconde manche encore plus à fond, on est content de nous, et on apprend après que ce fameux bateau, c'était nous, en fait. C'est fabuleux. Voilà, donc du coup, ils nous ont sélectionné un stage junior qui préparait les championnats d'Europe junior. Donc on s'est retrouvés à vouloir aller au championnat de France, à se retrouver dans un stage avec des juniors, des gens qui avaient 2 ans de plus que nous. Donc en junior à cet âge-là, c'est une tête de plus. C'est énorme, oui. Et pendant le stage, on les battait tous. Donc, ils ont fini par nous amener, nous, plus d'autres, au championnat d'Europe junior. Et on s'est battu contre des Tchèques, des Slovaques, des Anglais, des Américains, ainsi de suite. Et on gagne ces championnats d'Europe junior. Ce qui fait que, même nous, ça nous dépassait complètement, quoi. En 2 ans, on commence à faire les podiums de Coupe du Monde. Voilà, on fait les championnats du monde, on n'est pas du tout les favoris, il y a d'autres Français qu'on bade d'ailleurs, qu'on copie. Bien sûr. Et puis c'est nous qui gagnons, quoi. C'est fabuleux. Donc ça vous amène à ces Jeux Olympiques à Barcelone. Quand on est qualifié pour les Jeux Olympiques, est-ce que c'est une consécration ? Alors on est un peu préparé pour ça, c'est-à-dire qu'on sait... c'est tellement un rêve, en fait. Rien que quand on est sélectionné aux Jeux, on a du mal à y croire. On se dit, mais non, mais c'est pas vrai. Mais après, quand on s'est retrouvés aux Jeux Olympiques, on avait bossé comme des fous toute l'année. D'ailleurs, on était au bataillon de Joinville à ce moment-là. On avait arrêté nos études pour nous consacrer 1 an complètement à ça. Et on est arrivé un petit peu... trop neuf par rapport à tout ça, voilà. Et là, on est passé un peu à côté, voilà. Donc, on a réussi à décrocher une médaille de bronze, donc c'est ce que j'allais dire. Très bien. Pas tout à fait à côté quand même, parce que c'est médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Mais bon, on était frustrés un peu quand même, et très très contents de l'avoir, parce que ça passe tellement vite. On s'en fait une montagne, on s'entraîne tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le temps, on a ça à l'esprit en permanence. En 1 minute et demie, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, on repense à la suite.
Donc vous continuez les entraînements. À ce moment-là, ils sont encore quelque part, vos vêtements de femme? Alors moi, ils m'ont toujours accompagné. Au village à Barcelone, on avait l'avantage à ce que les chambres étaient individuelles. Généralement, c'est plutôt des chambres de deux, ainsi de suite. Donc, je cachais toujours tout. Mais à Barcelone, les chambres étaient individuelles. Et moi, j'allais profiter. On rentrait de l'entraînement au moment des Jeux. On était dans le village olympique. Bouffée de testostérone, de motivation, d'ultra concentration masculine. Et dès que je rentrais dans ma chambre, tout s'effaçait et je devenais une femme. Et donc j'avais des robes, j'avais une jupe et je me mettais dans cet appareil féminin pour encore plus me ressentir là-dedans et exclure l'homme que j'étais. Jusqu'à ce que je ressorte de ma chambre et là je redevenais l'homme. Donc, bon, c'était compliqué, hein. Mais c'était quelque part nécessaire pour mon équilibre psychique et je maîtrisais tout ça, je le contrôlais sans aucun problème. Pour moi, je pensais que j'étais la seule personne comme ça dans le monde et que j'avais cette faculté de pouvoir faire ce doublement de personnalité quelque part. Je pensais que j'avais un genre de dédoublement de personnalité. J'ai compris bien plus tard que non. Mais il m'a fallu à ce moment-là me dire, bon, t'as besoin de ça. Et ça m'a suivi tout le temps. Mais à chaque fois que je pouvais, je partais avec un petit sac à dos au bord de la rivière ou autre. Et puis là, je m'habillais un peu en fille. Et puis, je me mettais dans mon corps de fille, dans mon esprit de fille. Là, j'avais un bonheur interne qui était très fort. Et qui faisait que ça pouvait attendre le coup d'après, quoi. La femme, elle pouvait attendre. C'est ce bonheur dont vous parlez qui vous permettait d'être le reste de la journée habillé en homme, participer à des compétitions d'hommes. C'est ça. En même temps, je ne peux pas dire que j'étais malheureux d'être un homme, parce que c'est bien d'être un homme aussi. On fait plein de choses bien quand on est un homme. Simplement, je n'arrivais pas à comprendre. J'avais accepté ce fait-là, mais je n'arrivais pas à le comprendre pourquoi j'avais ça. Je pensais qu'en faisant un énorme effort, j'arriverais à m'en passer. Arrivent les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Votre duo, évidemment, est parmi les favoris de la compétition puisque vous avez continué vos performances. Il y a une place pour la femme qui est en vous, la femme que vous êtes, dans la compétition elle-même. La femme soutient l'athlète ? Non. Non, la femme ne soutient pas l'athlète. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai cette impression que si je me laisse aller sur mon côté féminin au moment de ces compétitions, voilà, il fallait que je sépare les deux. Voilà. Pour moi, il y avait un volet. J'étais l'un ou l'autre, mais je ne pouvais pas être les deux en même temps. Sur ces jeux-là, la semaine, les 15 jours avant les jeux, je m'interdisais la femme, quoi. Pour qu'elle vienne pas... Pour qu'elle vienne pas me perturber, parce que même si je ne crois pas à tous les petits gris-gris, la superstition, tout ça, on finit par quand même avoir des rituels, on finit par se dire, bon, mais je vais pas me raser la veille de la course parce que je vais enlever l'influx nerveux, des choses complètement crétins, mais on finit par avoir ces petits rituels et on se dit, bon, voilà... Il faut que je sois dans mes meilleures dispositions, donc je verrai ça plus tard, ça va, c'est dans 15 jours, ça peut tenir. À ce moment-là, je le vivais comme ça. Donc, ce qui fait qu'à Atlanta, en plus, on avait annoncé qu'on voulait gagner les Jeux Olympiques. Petite pression, petite grosse pression. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est n'importe quoi. En même temps, on s'était dit, si on ne se met pas nous-mêmes la pression sur le sujet, on aura peut-être du mal à faire le petit truc supplémentaire qui nous permettra de gagner. On était sur tous les podiums, Coupe du Monde, Championnat du Monde, tout le temps, mais on n'arrivait plus à décrocher les premières places sur des courses très importantes depuis quelques années. Voilà, donc là, on a dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose de plus. Nous sommes le dimanche 28 juillet 1996 sur la rivière Ocoee. Est-ce que vous vous souvenez de cette course ? Ah oui, très bien. La course, alors c'était un bassin qui était très gros, avec de gros rouleaux, des gros mouvements d'eau qui étaient longs, qui étaient très physiques. À l'époque, le règlement, c'était la meilleure des deux manches. Et on savait que pour gagner une compétition, il fallait faire une excellente première manche pour déjà bien mettre les points sur les i. Et ensuite, lâcher les chevaux, quitte à tout perdre, mais rester sur la première manche. Bon. La patatras, il y avait une figure qu'on avait appréhendée, sûrement mal. Enfin, voilà, le bateau se bloque, on se bloque. On est obligé de faire un tour derrière un caillou pour reprendre une figure.
heure. Et là, concrètement, ça se joue à quelques dixièmes de seconde. Et là, on perd 5-6 secondes. Donc, même pas la peine de penser à être dans le top, on va dire, de ce résultat. Donc, manche complètement ratée. Et là, tout le monde est encore une fois sur le dire, mais ils vont se rater, c'est pas possible. Bon, et du coup, grosse pression entre les deux manches, on revoit tous les parcours, on se focalise bien sur ce passage-là, où il fallait faire une marche avant dans un rouleau, donc tourner à fond. C'était très techniquement compliqué. Et on avait un bateau qui, à l'époque, on avait privilégié la glisse sur l'eau puisqu'il était long pour aller vite. Et un bateau, soit il tourne, soit il va vite, mais il ne fait pas les deux. Voilà. Et nous, on avait privilégié plutôt qu'il aille vite en se disant, bon, on le fera tourner quand il faut. Simplement, à cet endroit-là, le bateau nous désavantageait un peu. Et on s'est vraiment concentré sur cette figure-là. Et dans la seconde manche, on est reparti à bloc. Et on arrive sur cette figure... Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Rebelote, patatras. Le bateau ne part pas dans le sens où il faut. Et il fait comme à la première manche, il repart dans l'autre. Et on sait que si on refait la même truc, c'est fini, c'est mort. Et donc, dans un élan de survie, pour essayer de dire, je sais pas, voilà, on va quand même vers la porte. Du coup, on est parti en marche arrière dans ce rouleau, qui normalement est à prendre en marche avant. Hein. C'est comme si vous imaginez un surf dans une vague et le gars il part en marche arrière dans le surf. Quoi, hein. Ça fait à peu près la même chose, avec 900 sur 10 de se retourner, et ainsi de suite. Sauf du coup, au bout du rouleau, il fallait tourner à nouveau à 90 degrés. Et nous, comme on arrivait en marche arrière, on pouvait repartir directement. Donc, oui. Les jeux et les heures passées à faire les comptes dans les rivières des Pyrénées et autres nous ont servi. On a pu maîtriser ce surf arrière. Et on était légèrement en retard à l'entrée de cette figure. On se retrouve légèrement en avance à la sortie de cette figure-là. Ils sont passés, toujours pas de faute. Et le temps est bon pour le moment. On entend hurler le public qui croyait qu'on allait encore se rater. Et ça nous a galvanisés et on fait une fin de parcours terrible. On va les voir apparaître au fond là-bas, dans la porte 21. Il ne faut pas toucher les garçons, restez concentrés. Et on se retrouve avec un temps de 158 secondes et on savait que si un bateau descendait en dessous de 160, il fallait aller le chercher, ce serait très très compliqué. Donc on lève la tête et qu'on voit 158, 0 de pénalité, là on sait qu'on a fait quelque chose. Le temps, je regarde le chronomètre, il faut faire moins 2, 63, ils seront peut-être champions olympiques, 158-82, sans pénalité, ils sont en tête de France sur le podium. Et là, c'est un bonheur indescriptible, c'est un aboutissement. Tant qu'on n'y est pas, on s'interdit de penser à la victoire. Et là, c'est possible, quoi. Donc, on lâche ces émotions-là et c'est terriblement bon. Et le podium, la Marseillaise, la médaille autour du cou. C'est fabuleux comme moment. Ah oui, c'est des moments extraordinaires de pouvoir vivre ça. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais déjà auprès de mes parents tout ça... enfin prouvé que je pouvais faire quelque chose. Donc, ils étaient déjà très fiers de moi. Mais on monte sur le podium et je lève la tête et je vois ma maman de l'autre côté de la berge qui, elle chantait de l'opéra. C'est une très bonne chanteuse. Elle hurlait la Marseillaise, quoi. J'entendais elle parmi tout le public. C'était terriblement bon. Et la femme en vous, elle est heureuse de cette médaille ? Ah oui. Ah oui. En fait, j'ai compris plus tard que mon rêve absolu aurait été de vivre la même vie, mais en tant que femme. Ce qui fait que j'ai l'impression de l'avoir vécu. J'ai même l'impression qu'en tant que femme, je suis allée battre les hommes. Donc cette médaille d'or olympique, est-ce que quand vous l'avez autour du cou, à ce moment-là, vous vous sentez, je ne sais pas, puissante ? Je me sens puissant, pas puissante. Je me sens puissant, vraiment. D'ailleurs, je perds mes papiers le lendemain des Jeux Olympiques avec le passeport, le billet de retour d'avion, de machin, de trucs. Une vraie blonde, comme on dit. Et je n'arrive même pas à avoir d'émotions négatives sur le sujet, quoi. Je m'en fous. C'est terrible. Alors qu'à d'autres moments, on se serait... C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Là, rien n'était là-dedans. Donc, je pense que j'étais hors sol. Oui, pendant 5 jours...
je me suis persuadé que j'avais gagné, que j'allais en tirer la fille, parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment fier d'être un garçon. Quand je gagne les jeux, je crois que l'homme a gagné, en fait. En plus, il y a Fabienne qui est là. J'ai une énorme fierté d'être son champion olympique, d'être un homme que tout le monde regarde, applaudit. Et je dis, mais elle est là ta vie, en fait. Elle est là ta vie. Mais non. Quand ma femme repart, quand le souffle s'estompe un peu, quand tout le monde repart à ses choses, et que je me retrouve seule dans ma chambre, ça me revient comme un énorme élastique dans la tête directement. Et je dis, bon, tant pis, non, ce ne sera pas cette fois-ci, ce sera une prochaine. Vous prenez votre retraite sportive en 2000. Elle est pareille, la vie d'après? Alors, elle n'est pas tout à fait pareille parce que je m'engage très vite. Je suis président du comité régional de canoë-kayak pendant 8 ans. Je suis président d'une ONG environnementale, la Water Family aujourd'hui. Je suis impliqué à la Fédération internationale. Simplement, je n'ai plus la pression de l'homme. Je suis donc toujours dans ce milieu sportif, ainsi de suite. Mais là, le côté féminin est beaucoup plus prégnant et je profite de ce moment où je m'évade de la maison, de mon cocon familial, où là, je suis un homme, très concrètement, pour pouvoir vivre ces moments de féminité. Et là, ça va prendre une importance très forte, à tel point que quelques années après, je vais commencer à en parler un petit peu à mon épouse, timidement, on va dire. Et bon, ça va être le début de tout un process qui va durer des années et des années. Des années et des années pour arriver à tout dire? Des années pour déjà m'accepter, c'est-à-dire accepter que finalement je n'étais pas dual, mais bien une seule personne en souffrance. Pour accepter que j'étais une personne transidentitaire, et pas uniquement un homme qui a, on va dire, des penchants un peu féminins ou qui a une sensibilité féminine plutôt, mais vraiment une personne transgenre. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon épouse, on était très amoureux l'un de l'autre et on vivait une plénitude aux alentours de la dizaine d'années de notre mariage. Et les enfants, ils étaient encore petits. Mais à un moment donné, j'étais tellement en confiance avec elle que je lui dis, écoute, il faut quand même que je dise, j'ai un truc sur le cœur. Hein. J'ai ce truc-là. Je suis un peu juste boutiste. J'aime vivre le côté féminin. Alors voilà, je dis, on a tous les côtés féminins, masculins, ainsi de suite. Voilà, je ne rentrais pas toutes ces notions de transidentité. Le mot transgenre n'existait pas encore à l'époque. On est en 2004. Hein. Donc... c'est pas aussi bien documenté, c'est pas aussi bien clair, les choses ne sont pas aussi bien claires. Ce qui fait que je dis, mais bon, attention, voilà, ne t'inquiète pas pour la suite, ainsi de suite. Bon, elle a eu peur d'entrée de jeu, et alors c'est normal. Qui fait qu'elle m'a laissé un petit espace de liberté, mais dans lequel elle n'était pas heureuse, et moi je n'étais pas heureux non plus. Et elle, ça lui pesait, donc je culpabilisais à mort de lui faire subir ça. Enfin, c'était terrible pour moi. Et donc j'ai vraiment décidé de dire, bon là, faut breaker, quoi. Stop, là, toute ta vie t'a dit que ça te passerait. Si tu es content d'être un homme, peut-être que tout simplement, tout ça va te passer. Et donc, je dis, bon, là, pour une fois, tu rends quelqu'un de malheureux sur cette histoire. Et alias, mon épouse malheureuse. Donc, je dis stop. Là, maintenant, les limites ont été dépassées. La ligne rouge est dépassée. Donc, tu arrêtes. Et puis, un jour... on avait un grand dressing, une grande vitre et il y avait une robe qui était tombée d'un côté, il n'y avait plus assez de place et par contre il y avait de la place de l'autre côté. Donc je prends la robe de ma femme qui était tombée et la robe passe entre le miroir et moi. Oui. Et là j'ai pris une décharge électrique dans le cerveau. Je ne peux pas l'expliquer autrement avec d'autres mots. C'est-à-dire, j'ai un genre d'éclair, de décharge électrique qui se transmet dans tout le corps jusqu'en bas du pied, qui part du cerveau, qui va dans le pied, comme si j'avais pris un coup physique, quoi. Voilà, comme une cocotte minute qui a fini par péter et qu'on ne peut pas refermer, quoi. Et je ne dors pas de la nuit, évidemment. Le lendemain matin, bon, tout le monde, je fais semblant, tout le monde part. Et là, je me réhabille en fille et je me regarde face au miroir. Et là, je vois le ciel bleu, quoi. Je vois une énorme joie, un soulagement énorme. C'est là que le mot, je le connaissais, je suis une personne transgenre. Vraiment, seule une transition, mais salvateur. Donc, un jour peut-être, ça se passera. Peut-être que ça se passera pas, mais un jour peut-être. Je me l'interdis plus, du moins. Et là, vous l'annoncez à votre femme.
Je prenais de moins en moins de gants, je me cachais de moins en moins. Et c'était l'époque où il y avait un film avec Robin Duris, ma meilleure amie, qui était sorti. Mon épouse l'avait regardé. Et j'espérais qu'elle comprenne certaines choses. Voilà. Et elle avait très bien compris, sauf qu'elle m'avait demandé derrière où c'est que tu en es. Moi, je dis, mais moi, j'en suis nulle part. Et toi, où t'en es? J'essayais de voir. J'espérais qu'elle veuille m'accompagner là-dedans, mais c'était trop violent pour elle. Et puis, elle restait... fait tout son monde et tout avec son mari, son champion et compagnie. Donc, je comprenais en même temps cette affaire-là. Donc, un jour, elle a fini par tomber sur mes affaires. Bon, ça allait arriver là ou à un autre moment, mais ça allait arriver de toute manière. Et j'appréhendais énormément ce moment-là qui est arrivé. Et là, elle a été très intelligente. On a beaucoup discuté. Elle a compris rapidement que c'était irréversible. Comment est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Le plus grosse des barrières, c'était mon épouse et mes enfants, évidemment. Donc, mon épouse, on a décidé de très rapidement se séparer. La barrière était levée. Et on en a parlé ensemble des enfants. Donc, elle m'a dit, écoute, je vais t'aider à leur en parler. Donc, on les a pris ensemble autour de la cheminée et on leur a annoncé ça. C'est un moment terrible, terrifiant même. D'ailleurs, je suis toujours à la peine par rapport à ça. Je leur ai infligé ce truc-là. Donc aujourd'hui, tout va bien avec les enfants. Mais bon, même s'il y a encore ce poids-là, parce que je dirais un enfant qui a 2 mamans, 2 papas, tout ça, on s'en moque. Là, la personne, elle vit comme ça. Et puis ça se passe très bien. Les jeunes sont très heureux, très épanouis. Simplement là, ils avaient un père. Voilà. Et donc le père... donc je suis toujours leur père. Mais qui a un look un peu particulier, une histoire un peu singulière. Et puis on a essayé de transformer tout ça en force. Pour finir, ça aurait été quoi votre vie sans le canoë, sans la médaille d'or olympique? Je pense que j'aurais fait une transition plus tôt. Parce que c'est ce qui m'a fait vraiment me protéger contre moi-même toutes ces années. Me donner cette illusion, en fait, de me protéger. Mais avec des si, on refait des choses, des machins. Ce que j'invite, moi, c'est surtout aux gens d'être eux-mêmes. Vous semblez avoir retrouvé le sourire, Sandra Forgues. Vous êtes heureuse? Ah oui, moi, c'est pour... j'attends que quelqu'un découvre un baume de jouvence pour vivre 250 ans. Merci beaucoup. Merci pour ce parcours de vie. Merci. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024, à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et réalisé par Julien Moncouquiol. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.